Un matin, Vendredi fut réveillé par la voix de Robinson qui l'appelait par son nom. Il se dressa sur son séant et regarda autour de lui. Personne. Pourtant, il n'avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches de l'arbuste sous lequel il avait dormi, l'appel retentit à nouveau. Vendredi! Vendredi! Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C'est alors qu'il vit un oiseau vert et gris s'enfuir à tire-d'aile avec une espèce de ricanement dans la direction d'un petit bois où les deux amis allaient rarement. Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce point de l'île. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'un des plus beaux arbres, un tulipier, paraissait chargé de gros fruits bizarres qui se révélèrent en réalité comme autant de nids de perroquets. L'après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets faisaient un grand vacarme de caquetage dans les branches du tulipier, mais ils se turent soudain en voyant approcher les deux amis. Et c'est dans un grand silence que Vendredi et Robinson s'arrêtèrent sous l'arbre. « Je n'ai jamais vu de perroquets dans l'île, » dit Robinson. « Ils ont dû tous arriver en même temps pour pondre leurs œufs et viennent sans doute d'une autre île pas trop éloignée. » Vendredi ouvrait la bouche pour lui répondre, mais il fut interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remettaient tous à parler ensemble. « Jamais vu, jamais vu, jamais vu !» criait l'un. « Une autre île, une autre île, une autre île !» répétait un autre. « Arrivez en même temps, arrivez en même temps, arrivez en même temps !» caquetait un troisième. Et tout un groupe d'oiseaux verts perchés sur la plus proche branche, leur cornet aux oreilles. « Trop éloigné, trop éloigné, trop éloigné !» Assourdis par tout ce bruit, Vendredi et Robinson s'enfuirent jusque vers les grands pins qui bordaient la plage. « C'est bien la première fois depuis mon naufrage que je suis gêné par des bruits de voix !» s'écria Robinson qui se souvenait de ses longues années de solitude. « Bruit de voix, bruit de voix, bruit de voix !» glapit une voix aigre dans les branches du pin le plus proche. Il fallut fuir encore plus loin, au bord de la mer, à l'endroit où les vagues croulent sur le sable mouillé. Dès lors, Robinson et Vendredi eurent la plus grande difficulté à échanger des phrases sans qu'aussitôt une voix moqueuse, partant du buisson ou de l'arbuste voisin, ne vienne les interrompre en répétant certains mots qu'ils avaient prononcés. Exaspéré, Robinson ne se déplaçait plus qu'avec un bâton qu'il lançait rageusement dans la direction d'où venait la voix. Jamais il n'atteignit un perroquet, mais souvent on envoyait un s'enfuir avec un cri qui ressemblait à un rire moqueur. « En vérité, lui dit Vendredi quelques jours plus tard, je crois que c'est une bonne leçon. Nous parlons trop. Il n'est pas toujours bon de parler. Dans ma tribu, chez les Araucans, plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est respecté. Les animaux les plus bavards sont les singes, et parmi les hommes, ce sont les petits-enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus. » Et il ne se laissa pas troubler par le cri qui retentit presque sous ses pieds et qui répétait « Petit enfant, petit enfant, petit enfant !» Il montra à Robinson un certain nombre de gestes des mains qui pouvaient exprimer ainsi les choses les plus importantes. Par exemple, ce geste signifiait « j'ai sommeil », cet autre « j'ai faim », celui-ci « j'ai soif ». En voici quelques autres grâce auxquels les deux amis se comprenaient en silence. « Attention, il faut partir, il faut se cacher, il va faire chaud, il va pleuvoir, un oiseau est là. Un pécari est là. » Ainsi Robinson et Vendredi restèrent-ils silencieux plusieurs semaines. Un matin, les œufs des perroquets ayant éclos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un grand rassemblement caquetant sur le rivage. Puis d'un seul coup, au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s'envolèrent vers le large et on vit décroître et disparaître à l'horizon un gros nuage rond et vert comme une pomme. Robinson et Vendredi se remirent à parler avec leur bouche et ils furent tout heureux d'entendre à nouveau le son de leur propre voix. Mais l'expérience avait été heureuse et salutaire, et souvent, désormais, d'un commun accord, ils se taisaient et ne communiquaient plus qu'avec leurs mains. Les chèvres que Robinson avait domestiquées et enfermées dans des enclos étaient retournées à l'état sauvage. Mais comme presque toutes les bêtes qui vivent en liberté, elles s'étaient organisées en groupes que commandaient les boucs les plus forts et les plus sages. Ces maîtres boucs obéissaient eux-mêmes à un roi bouc d'une taille et d'une force terrible qui s'appelait Andohar. Quand un danger menaçait un troupeau, ils se rassemblaient, généralement sur une colline ou un rocher, et toutes les bêtes du premier rang baissaient la tête et opposaient à l'ennemi une barrière de cornes infranchissable. Vendredi avait imaginé un jeu dangereux qui le passionnait. Il luttait avec les boucs qu'il surprenait isolés. S'ils fuyaient, il les rattrapait à la course. Il empoignait leurs cornes et il les forçait à se coucher.
Pour marquer ceux qu'il avait ainsi vaincus, il leur nouait un petit collier de liane autour du cou. Il arriva cependant qu'au cours d'une de ses chasses au bouc, Vendredi recueillit une petite chèvre qu'il avait trouvée blessée dans un creux de rocher. Elle avait une patte de devant cassée. C'était une chevrette toute jeune, blanche, et elle n'avait pas encore de cornes. Vendredi lui fabriqua des attelles avec des bâtons qu'il y a autour de l'os fracturé. Sans doute une chèvre plus âgée et plus raisonnable se serait-elle accommodée de cet appareil qui l'empêchait de plier le genou. Mais la petite chèvre Anda, ainsi l'avait baptisée Vendredi, ne pouvait tenir en place. Elle sautait comme une folle et se faisait très mal en retombant sur ses attelles. D'ailleurs, elle finissait toujours par s'en débarrasser, et alors elle basculait sur le flanc et poussait des cris lamentables. Robinson était d'avis qu'il fallait l'abattre. Dans tous les pays du monde, on abat les chèvres, les moutons et même les chevaux qui ont un membre cassé. C'est que ces animaux ne peuvent supporter la contrainte du plâtre ou des éclisses qui maintiennent en place les os fracturés. Mais Vendredi s'obstina à vouloir sauver Anda. Puisqu'elle ne pouvait ni marcher, ni courir, ni sauter, eh bien, il l'immobiliserait tout à fait. C'est ainsi qu'il la lia dans un cadre de bois posé sur le sol. Au début, Anda, couchée sur le flanc, se débattait et bêlait à fendre l'âme. Mais elle se résigna et consentit à manger l'herbe odorante et à boire l'eau fraîche que Vendredi lui apportait 2 fois par jour. Au bout de 3 semaines, Vendredi la libéra. Aussitôt la petite chèvre voulut s'élancer, mais ses muscles étaient ankylosés. Elle titubait comme si elle avait bu du vin. Il fallut lui réapprendre à marcher. Vendredi s'y employa avec une patience inlassable. Il la tenait par les flancs, entre ses propres jambes, et il avançait pas à pas, tandis que les petits sabots piaffaient et s'embrouillaient maladroitement sur les cailloux. Elle finit cependant par pouvoir à nouveau sauter et galoper. Ah, la petite Anda. C'était merveille de la voir bondir de rocher en rocher, tantôt derrière Vendredi, tantôt le précédent. Mais alors il avait parfois bien du mal à la suivre. Seulement, s'il avait appris à nouveau à courir, Anda ne voulut jamais se remettre à brouter seule. On pouvait la placer au milieu d'une prairie pleine d'herbes et de fleurs ou sous le feuillage tendre d'un arbrisseau, car les chèvres préfèrent les feuilles aux herbes. Elle bêlait en direction de Vendredi et attendait qu'il lui donne de sa main les plantes qu'il avait cueillies pour elle. Vendredi et Anda étaient inséparables. La nuit, Vendredi se couvrait de la fourrure chaude et vivante d'Anda étendue sur lui. Le jour, elle ne le quittait pas d'un mètre. « Tu verras, disait-il à Robinson. Plus tard, quand elle aura du lait, je ne la trairai pas, comme nous faisions autrefois. Non, je la têterai directement, comme une petite maman. » Et il riait de plaisir à cette idée. Robinson l'écoutait avec une certaine jalousie, car il se sentait exclu de la grande amitié qui unissait Vendredi et la chevrette. « Depuis la catastrophe, lui dit-il, tu veux que tout le monde soit libre à Speranza et qu'il n'y ait plus d'animaux domestiques. Alors pourquoi retiens-tu Anda près de toi ?»« Anda n'est pas un animal domestique, répondit Vendredi avec dignité. Elle est libre, elle reste avec moi parce qu'elle m'aime. Le jour où elle voudra partir, je ne l'empêcherai pas. Or, un matin, Vendredi se réveilla avec le sentiment qu'il s'était passé quelque chose pendant son sommeil. Anda était bien dans ses bras, comme d'habitude. Pourtant, en la regardant en face, Vendredi lui trouva un drôle d'air. Et puis il flottait une odeur autour de lui, une odeur forte, une odeur de bouc. Il ne dit rien, mais il y pensa toute la journée. La nuit suivante, il ne dormit que d'un œil. Et voilà qu'à minuit, le buisson près duquel il reposait parut s'entr'ouvrir comme une grosse fleur, et il vit apparaître en son milieu la plus belle tête de bouc qu'il avait jamais vue. Des longs yeux d'or brillaient dans l'épaisseur de la toison, une barbiche fine et soyeuse s'agitait au bout du menton, de grosses cornes noires et annelées se dressaient sur son front. En même temps, un léger souffle de vent rabattait sur Vendredi une terrible odeur de suinte et de musc. Bien qu'il ne l'ait jamais vu, Vendredi reconnut aussitôt Andohar, le roi des chèvres de Speranza. Mais sans doute Anda l'avait-elle vue aussi, car elle se débattait doucement dans les bras de Vendredi, comme si elle avait voulu se dégager sans le réveiller. Mais Vendredi la serra plus fort et l'empêcha de partir, jusqu'à ce que le grand bouc ait disparu. Aussitôt il se souvint de ce qu'il avait dit à Robinson. Si Anda voulait partir, il ne l'en empêcherait pas. Et il rougit de honte sous sa peau brune. Le jour suivant, il tressa soigneusement des lianes de couleur vive pour en faire un collier plus solide et plus beau que les autres. Le collier du roi Andohar. Puis il partit dans la montagne à la recherche de son adversaire. Il l'aperçut au sommet d'un rocher, immobile comme une grosse statue de poil. Il grimpa lentement le long du rocher en serrant entre ses doigts le collier de lianes de couleur qui devait marquer sa victoire sur Andohar. Sur le sommet du rocher, il y avait vraiment peu de place pour deux, mais le bouc ne bougeait toujours pas.
Vendredi ne savait que faire. Fallait-il le provoquer? Il s'approcha en tenant le collier à bout de bras. Il allait toucher le bouc quand celui-ci s'avança brusquement d'1 mètre et passa ses grandes cornes à droite et à gauche de la ceinture de Vendredi. L'Indien était pris comme dans les branches d'une grande pince. Puis, le bouc tourna la tête de côté et Vendredi, perdant l'équilibre, tomba du haut du rocher. Heureusement, la hauteur n'était pas très grande, mais il y avait au pied du rocher des épines et des houx qui l'écorchèrent profondément. Vendredi dut garder le hamac plusieurs jours. Robinson lui faisait des applications de mousse humide et Anda lui léchait ses blessures. Il parlait sans cesse d'Andohar qu'il voulait retrouver pour avoir sa revanche, et comme il était bon joueur, il ne cessait de faire l'éloge du roi des chèvres. Andohar, disait-il, pouvait être repéré à 100 mètres de distance, rien qu'à son épouvantable odeur. Andohar ne fuyait jamais quand on l'approchait. Andohar ne l'avait pas attaqué après sa chute du rocher, et il n'avait pas essayé de le frapper à mort comme l'aurait fait tout autre bouc. Vendredi était très faible. Il restait couché tout le temps, sauf quand il cueillait des herbes et puisait de l'eau pour Anda. Un soir, épuisé de fatigue, il tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla très tard le lendemain matin, Anda avait disparu. « Tu vois, dit-il à Robinson. Elle a voulu partir, elle est partie. » Mais Robinson, qui n'était pas dupe, lui rionnait. Alors Vendredi jura en lui-même qu'il retrouverait Andohar, qu'il lui passerait le collier de liane et qu'il reprendrait Anda. Lorsqu'il fut guéri, Robinson essaya de l'empêcher de repartir défier le roi des chèvres. Il y avait d'abord l'odeur que Vendredi apportait, collée à sa peau quand il avait lutté avec des boucs. Mais en plus, le jeu était réellement dangereux, comme le prouvait sa chute du rocher et ses blessures. Mais tout ce qu'il pouvait dire ne servait à rien. Vendredi voulait sa revanche et il en acceptait gaiement tous les risques. Un matin, il repartit au milieu des grands rochers à la recherche de son adversaire. Il n'eut pas longtemps à chercher pour le découvrir. La silhouette du grand mâle se dressait au milieu d'une foule de chèvres et de chevreaux qui s'enfuirent en désordre à son approche. Seule une petite chèvre blanche resta fidèlement auprès du roi, et Vendredi fut bien obligé de reconnaître Anda. D'ailleurs, elle ne broutait pas. C'était Andohar qui broutait pour elle. Il arrachait une touffe d'herbe et la présentait à Anda. La chevrette s'en saisissait avec ses dents et elle hochait plusieurs fois la tête comme pour dire merci. Vendredi en eut un pincement de jalousie. Andohar ne cherchait pas à fuir. Il se trouvait au milieu d'une sorte de cirque, limité d'un côté par un mur de pierre vertical, de l'autre par un précipice d'une 30aine de mètres de profondeur. Vendredi dénoua la cordelette qu'il avait enroulée autour de son poignet et l'agita comme un défi sous le nez d'Andohar. Le fauve s'arrêta tout à coup de mâcher en gardant un long brin d'herbe entre ses dents. Puis il ricana dans sa barbiche et se dressa sur ses pattes de derrière, comme pour faire le beau. Il fit ainsi quelques pas en direction de Vendredi, en agitant dans le vide ses sabots de devant et en hochant ses immenses cornes, comme s'il saluait une foule venue pour l'admirer. Vendredi fut stupéfait de cette pantomime grotesque. Cette seconde de distraction le perdit. La bête n'était plus qu'à quelques pas de lui quand elle se laissa retomber en avant et prit en même temps un élan formidable dans sa direction. Elle vola comme une flèche vers la poitrine de l'Indien. Vendredi se jeta de côté un instant trop tard. Un choc violent à l'épaule droite le fit tourner sur lui-même. Il tomba brutalement sur les pierres et demeura plaqué au sol. S'il s'était relevé aussitôt, il aurait été incapable d'éviter une nouvelle attaque. Il resta donc aplati sur le dos, et il ne voyait ainsi entre ses paupières mi-closes qu'un morceau de ciel bleu. Brusquement, le ciel s'obscurcit et une tête velue et barbichue avec un mufle tordu par une espèce de ricanement se pencha sur lui. Il tenta de faire un mouvement, mais son épaule lui fit tellement mal qu'il s'évanouit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le soleil était au zénith et le baignait d'une chaleur insupportable. Il s'appuya sur sa main gauche et ramena ses pieds sous lui. Le mur de pierre réverbérait la lumière comme un miroir. Le bouc était invisible. Il se leva en chancelant et il allait se retourner quand il entendit derrière lui un bruit de sabots sur les pierres. Le bruit se rapprochait si vite qu'il ne chercha pas à faire face. Il se laissa tomber sur la gauche du côté de sa bonne épaule. Un choc au niveau de la hanche le fit trébucher, les bras en croix. Andohar s'était arrêté d'un seul coup, planté sur ses 4 pattes sèches. Vendredi perdit tout à fait l'équilibre et s'écroula sur le dos du bouc. Andohar plia sous le poids, puis il se rassembla et repartit au grand galop. Torturé par son épaule, l'Indien se cramponnait à la bête. Ses mains avaient empoigné les cornes au plus près du crâne. Ses jambes serraient la fourrure des flancs dans laquelle s'accrochaient ses doigts de pied. Le bouc faisait des bonds fantastiques pour se débarrasser de ce corps nu qui l'étouffait. Il fit plusieurs fois le tour de la carrière où il avait rencontré Vendredi, sans jamais trébucher dans les rochers. Vendredi souffrait tellement qu'il avait envie de vomir et qu'il avait peur de s'évanouir à nouveau. Il fallait obliger Andohar à s'arrêter.
Ses mains descendirent le long du crâne de la bête et se plaquèrent sur ses yeux. Aveuglée, elle s'arrêterait sans doute. Elle ne s'arrêta pas. Elle fonçait droit devant elle, comme si les obstacles n'existaient plus. Ses sabots sonnèrent sur la dalle de pierre qui s'avançait vers le précipice, et les deux corps toujours enlacés tombèrent dans le vide. C'était l'épisode 11 de Vendredi ou la vie sauvage. Vous saurez demain ce qui arrive à nos deux combattants. En attendant, je vous pose les 3 questions du jour. Première question. Quelle méthode de communication développent Vendredi et Robinson? Quelle méthode de communication développent Vendredi et Robinson? Est-ce les signaux de fumée? Est-ce le sifflement ou est-ce la langue des signes? Les signaux de fumée, le sifflement, la langue des signes. Deuxième question. Combien de fois Vendredi se bat-il avec le roi des chèvres? 1 fois, 2 fois ou 3 fois? Deuxième question. Combien de fois Vendredi se bat-il avec le roi des chèvres? 1 fois, 2 fois ou 3 fois? Et enfin, dernière question, celle que vous devez rédiger. Pourquoi Vendredi affronte-t-il le roi des chèvres? Pourquoi Vendredi affronte-t-il le roi des chèvres? Je vous laisse m'envoyer vos réponses sur la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à demain pour l'épisode suivant.